Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Culture T, votre émission entièrement dédiée, dévouée, consacrée à vos villes, à vos territoires, à travers vos artistes. Cette semaine, bienvenue à Lille, mais sans plus attendre, le sommaire, le menu très copieux de votre émission. François Bouc, l'un des grands maestros de la bande dessinée depuis plus de 30 ans, nous reçoit dans son atelier à Lille. Il nous évoque évidemment ses bandes dessinées en cours, mais surtout son amour indéfectible pour la création. Jean-Claude Casatsu, faut-il encore présenter ce grand monsieur de la culture à Lille et de la culture française? Le chef d'orchestre nous reçoit sur sa scène où il nous évoque évidemment sa carrière et son amour de la musique. Plein d'autres rencontres dans ce Culture T, ici à Lille, un portrait du pochoiriste Jeff Aérosol, du sculpteur Guy Lepers, une première puisqu'on lance aussi les portraits Instagrammeurs. On va découvrir vos villes à travers des photos d'Instagram. Mais sans plus attendre, un livre, Ligne de front, deux artistes, Laurent Mailleux, il est photographe, et Virginie Gallois, artiste plasticienne. Étant du Nord, c'est quelque chose que j'ai vécu depuis que je suis petit à l'école, etc. Et évidemment, avec le centenaire de la Première Guerre mondiale, je me suis dit, tiens, comment profiter en quelque sorte de l'événement et comment raconter cette guerre à ma manière. Surtout que je suis né sur cette ligne de front, près d'Arras, et donc je voulais raconter le paysage à la manière d'un portrait. C'est-à-dire comment cette zone entre Arras et Ypres, qui est un front un peu particulier, garde les vicissitudes du temps. Tous les deux, nous étions issus de cette ligne de front et nous avons prospecté et arpenté les champs, les sentiers de cette ligne de front, les villages, ensemble. Je ne veux pas directement parler de la guerre, qui est un événement que je n'ai pas connu. Par contre, il y a cette part émotionnelle qui peut rester et subsister encore dans ce paysage, et c'est ce que j'ai voulu travailler. Je veux y voir aussi une marque aussi d'espoir avec justement dans ce paysage la nature qui reprend ses droits et qui pousse verticalement forcément. C'est ça qui m'a intéressée aussi. Cette histoire de ligne, je voulais que ce soit vraiment un fil conducteur sur tout le travail, sur toute la série. Et ce que je voulais aussi, c'est un peu me mettre dans la peau d'un soldat de 14-18 et en fait essayer de voir ce que lui voyait depuis sa tranchée, c'est-à-dire la crête d'en face à conquérir, puisque les objectifs militaires étaient très géographiques, hein. C'était vraiment la crête qui était à 100 mètres qu'il fallait prendre. Donc voilà, il y avait cette notion liée à la terre, au territoire, à l'environnement proche que je voulais retrouver au travers de cette ligne, en fait. C'est un vrai noir et blanc, ça? Oui. C'est un noir et blanc. Là, je voulais travailler sur des émotions, sur du ressenti, sur des ambiances. C'est pas du tout par nostalgie par rapport au monochrome, aux images monochromes de cette époque-là. C'est plus par rapport à un travail sur des ambiances et des ressentis. Et je trouve que le noir et blanc est mieux approprié que la couleur pour cet objectif-là. Little Tulip aux éditions du Lombard, c'est son dernier ouvrage, une plongée sans concession dans le monde infernal de la prison entre caïd et tatouage. Mais François Bouc nous évoque bien d'autres choses, son amour indéfectible pour la création, pour le dessin, pour la bande dessinée, tout simplement. François, bonjour. Ouais, bonjour. Merci de m'accueillir dans ton atelier à Lille. Évidemment, on va parler de cette ville qui te tient particulièrement à cœur. Mais cet atelier, c'est un peu, j'allais dire, le cœur nucléaire de ta création, de ta créativité. C'est où tu passes la plupart de ton temps?
Et comme je sais que tu t'intéresses aussi pas mal à la gastronomie, moi je fais partie des arts de la table. Donc tu vois, il y a une table à dessin, une autre table à dessin sur laquelle tu te trouves, et donc mon univers le plus quotidien, c'est celui-là. C'est ce périmètre que tu vois là, donc ici pour fabriquer les planches de bande dessinée, là-bas pour y mettre la couleur, parfois y mettre aussi la couleur sur écran, c'est ça. Par rapport au début, il y a quelques années, ça a bien changé. J'avais qu'une table à dessin au début. Tu avais une toute petite table. C'est la même chose aujourd'hui. Il y a 3 tables, il y a même du numérique, mais ça reste avant tout le plaisir de dessiner, de créer. Là, sur cette table-là, ça fait 40 ans que je dessine sur celle-ci. Mais ce qui est incroyable avec le dessin, c'est qu'on n'a jamais fini d'en avoir du plaisir. Et plus ça va, plus le plaisir s'intensifie. Et je ne peux pas passer une journée sans soit crayonner un tout petit peu sur un carnet quand je suis en voyage, ou soit travailler sur ma planche. C'est impossible. Et je crois même qu'au fur et à mesure, donc dans les premiers temps du dessin, on apprend le dessin avec énormément de difficultés parce qu'on a l'impression qu'il faut connaître la totalité de toutes les formes de la nature, et donc on a l'impression qu'il faut apprendre chaque forme une à une. Un peu comme si on apprenait chaque mot du dictionnaire pour savoir parler la langue. En fait, au bout de quelques années, on se rend compte qu'au fond, on peut faire des progrès justement par intensification. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les progrès qu'on a faits sur un aspect des formes qu'on a abordées, eh ben, on peut les reconduire, ces progrès, sur d'autres formes. Que notre œil s'est exercé, notre intelligence s'est exercée, notre sensibilité s'est exercée sur des tas de formes en travaillant sur une forme. Et donc, en fait, il y a un phénomène presque d'emboîtement et d'amplification par l'intensification. Tu as un vrai lien avec certains personnages que tu crées. Est-ce que tu peux les ressentir différemment lorsque tu leur donnes vie, ou est-ce que finalement à un moment ils t'échappent aussi? Comment ça se passe avec eux? Si tu veux, tous les personnages sont des émanations, on va dire. Donc chaque personnage est un aspect de nous-mêmes. Quand on dessine une histoire, on va faire sortir des tas d'aspects de nous-mêmes qui sont autant d'identifications qu'on va faire jouer ensemble dans le cadre de l'histoire. Et donc chaque identification, forcément émanant de nous-mêmes, elle est attachante en soi, y compris, et même presque à plus forte raison, les mauvais dans une histoire sont les plus attachants, parce qu'on sait qu'à un moment donné, on va les faire mourir. Et faire mourir un personnage dans une histoire, c'est terrible. Il va finir par nous rendre nostalgiques de lui. Pourquoi? Parce que quand on dessine, on doit faire attention à tous les traits qu'on va appliquer. Et donc, un personnage mauvais, on ne peut pas le négliger. On doit le faire avec autant d'attendrissement, avec autant de soin que le personnage du bon, que le personnage du héros. Même à la limite encore plus, parce que c'est lui qui va attribuer au héros toutes les vertus d'héroïsme, parce que justement il se confrontera à lui. Et donc, d'une certaine manière, c'est le sacrificiel. Le méchant, c'est celui qui va sacrifier pour que le héros puisse devenir un héros. On le disait, on est à Lille. Et Lille aussi a connu un développement très important au niveau culturel. J'imagine que ce côté aussi culturel est pour toi quelque chose d'important? Alors effectivement, la ville de Lille s'est énormément développée sur le domaine culturel, et je pense aussi qu'il est nécessaire dans un monde comme le nôtre de miser sur le culturel. La plupart du temps, on met le culturel en se disant « oui, mais la culture, c'est quelque chose quand on aura de l'argent, ben on mettra de l'argent dans la culture ». En fait, c'est pas comme ça qu'il faut penser. Je crois, avec le métier que je fais, que ce qu'on peut faire d'une manière plus ou moins populaire peut changer la manière de voir le monde. Notre boulot, c'est quoi? Sinon, amener le lecteur à interpréter différemment le monde. François, merci beaucoup. Je vais te laisser à toutes ces planches. Oui, j'ai encore pas mal de Je crois que traits. tu as pas mal de boulot. Mais en tout cas, merci de nous avoir accueillis dans ton atelier. Et on le disait, Lille est riche culturellement, riche de ses artistes. L'un d'entre eux, lillois évidemment, Jeff Aérosol, est une des pointures dans le monde entier
sur le graphe et les graffitis. Il a un style très particulier, il travaille beaucoup en pochoir. C'est Pauline Dame qui l'a rencontré lors d'une représentation. All set? Let's go. Jeff Aérosol, un artiste né sous l'étoile de la composition. Mes parents, qui s'appellent respectivement Jean et Françoise, m'ont baptisé Jean-François. C'est très vite devenu Jeff. Et à partir du moment où j'ai utilisé la bombe aérosol en 82, je me suis appelé Jeff Aérosol, voilà, du nom de l'outil de prédilection que j'avais choisi. Le pochoir, c'est une technique simple qui consiste à évider du carton, du papier, du métal, du plastique, avec un cutter ou toute autre méthode. Et ça fait donc des trous à travers lesquels on pulvérise de la peinture. L'intérêt du pochoir, en fait, c'est de pouvoir refaire en nombre très grand la même image plusieurs fois. Et surtout dans la rue, ça permet aussi d'aller très vite, quoi. Quand je suis arrivé à Tours, que j'ai voulu faire mon premier pochoir, j'avais vu des pochoirs sur les blousons du groupe Clash, et l'image que j'avais sous la main, c'était ma tronche et c'était mes photos d'identité, mes photomatons. L'idée, c'était que quand on se balade dans la rue et qu'au coin comme ça d'une rue, on tombe sur ce cri, on est saisi, avoir un impact. Des personnages, souvent en noir et blanc, comme des arrêts sur image d'un vieux film passé. Cette flèche, rouge, un élément récurrent qui interroge, agace ou séduit, une sorte de seconde signature. Nantais d'origine, il passe par l'Irlande avant de poser ses valises à Lille. Je suis devenu vraiment nordiste, non seulement attaché à cette région, mais un peu militant de cette région aussi. On croise dans les rues des gens qui viennent d'Angleterre, d'Asie, de partout. Il y a une espèce de beauté assez âpre, parfois dans les anciens corons et des quartiers qui sont plutôt défavorisés, mais j'ai besoin de cette diversité. Une ville chargée de souvenirs, comme cette virée nocturne, lorsqu'avec un ami pochoiriste, il décide de repeindre entièrement le panneau de bois d'une vitrine. Le lendemain matin, quand on était revenu pour faire des photos, le panneau de bois était tout propre, tout neuf. Et en fait, c'est le directeur du musée de Villeneuve-d'Ascq a envoyé un camion et des gens pour démonter le panneau qui est resté exposé au musée pendant tout l'été. La musique comme première source d'inspiration. Je reste le gamin que j'étais qui épinglait les posters de ses idoles dans sa chambre. Ça, je ne fais pas que ça. Je fais aussi des anonymes, je fais aussi des images à partir de photos que je prends, je fais aussi d'autres choses. Là, j'ai projeté les photos sur le mur grâce au rétroprojecteur et on a tracé les contours. Il faut imaginer que l'image descend jusqu'en bas du mur et qu'elle va derrière. Voilà. Tout le reste est bon. Que ce soit le pochoir, que ce soit ça, moi je ne revendique jamais la virtuosité. Je trouve que c'est toujours assez incroyable, avec quelques taches de blanc, quelques taches de noir, qu'on puisse retrouver l'humanité de quelqu'un, quoi. Dans le domaine de la musique, c'est évidemment la même chose. On est en train d'écouter du blues, c'est 3 accords, 12 mesures. La plupart du temps les mêmes, pourtant ça va puiser dans l'âme et ça fait, ouais, ça touche au cœur, quoi. C'est une nouveauté dans Culture T. On va vous faire découvrir votre ville à travers le réseau Instagram, des portraits d'Instagrammeurs. Ici à Lille, c'est Giovanna Paola qui va nous faire découvrir Lille à sa façon. C'est votre rubrique à Instagram. Igers-Lille fait partie d'un réseau plus vaste des villes, à la tête duquel au sommet on trouve Igers France. Et Igers-Lille a quelque part l'ambition de vouloir regrouper tous les Igers, comme on les appelle, les gens qui sont passionnés des photos, de la région, autour d'une découverte photographique de la région. Donc c'est pour ça qu'on organise des meetings, des Insta-walks, à savoir des promenades autour des endroits précis,
pour regrouper la communauté, pour faire découvrir et photographier dans toutes ses formes et facettes la région, tout en étant un réseau avec les autres villes. Ça nous arrive de bouger, nous aussi, d'aller dans des villes voisines pour faire la même chose, et des IJers des villes voisines venir à Lille pour découvrir la région, la ville, etc. On dématérialise le monde que nous regardons par le biais des photos, mais on le rematérialise par le biais des rencontres. Donc ce monde n'est pas un monde virtuel. Il y a une recherche des photos, il y a des photos qui sont travaillées, qui sont magnifiques. Et donc il y a vraiment un regard passionné là-dessus. Il y a vraiment la passion de la photo qui nous réunit. Mais ensuite, il y a la traduction réelle de ce monde par le biais des rencontres. Il y a deux tendances chez moi. Une tendance qui aime composer avec ce que j'ai en face. Un mur, un endroit précis qui me donne envie de faire quelque chose avec. Et là, voilà, je suis plutôt dans la mise en scène. J'essaye de ramener des petits accessoires avec la complicité d'autres IJers, donc on crée des scènes. Et l'autre aspect qui est très fort et prédominant chez moi, c'est la nécessité de visualiser mes cogitations, toutes mes démarches personnelles, mes questionnements. Mais quand j'ai des pensées qui me tracassent, j'aime bien les traduire. Pour moi, la photo, c'est traduction. Donc dans mes photos, je me vois. Je vois ce qui me tracasse. Est-il encore nécessaire de vous présenter Jean-Claude Casatsu, le chef d'orchestre au rayonnement international, a joué une grande partie de sa carrière ici, dans la ville de Lille. En 1976, il crée l'Orchestre national qu'il va quitter dans quelques mois. Rencontre avec Jean-Claude Casatsu. Bonjour Jean-Claude Casatsu, merci de me recevoir ici dans un lieu qui vous tient particulièrement à cœur. Mais ma première question, ça serait sur ce jeune percussionniste il y a quelques années qui a débuté dans ce milieu de la musique. Qu'est-ce que vous en souvenez de ce jeune Jean-Claude Casatsu et finalement qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Ah, écoutez, vous évoquez une partie du début de ma vie. Avant d'être percussionniste, j'avais un orchestre de jazz comme pianiste à 14 ans, 15 ans. Ensuite, en effet, je me suis dirigé vers la percussion, qui m'a procuré un grand bonheur. Parce que c'est l'instrument de la modernité, c'est un instrument qui permet d'explorer un grand nombre de domaines, et qui m'a conduit tout naturellement, non seulement vers la musique contemporaine, vers aussi des rencontres de variété, des rencontres de jazz, et de la musique classique, évidemment. Et qui m'a conduit aussi, je dirais, dans mon parcours de chef d'orchestre, qui m'a aussi beaucoup servi, parce qu'on ne dira jamais assez que la première qualité d'un musicien, c'est le rythme, la pulsation, et qu'on doit ensuite s'efforcer de la transmettre. Mais est-ce que vous avez le sentiment, au fond de vous, que vous êtes le même homme au fur et à mesure de ces années que vous avez consacrées pour la musique, ou est-ce que vous êtes différent aujourd'hui, avec un regard différent sur ce quotidien où vous faites vivre la musique? Ah non, pas du tout. Non, j'ai toujours une passion pour cette formidable planète magique qui est l'univers sonore. C'est, je crois, de tous les arts, d'abord celui avec la danse dans lequel on peut absolument pas tricher, parce qu'il y a un artisanat incontournable, mais surtout ça s'adresse à l'imaginaire. Et j'ai été très formidablement, je dirais, rapté, arraché à mon propre univers dès que j'ai eu la perception du concert symphonique. Et je n'ai pas changé. La seule chose qui vous permet d'évoluer, c'est la prise de conscience de la seule légitimité d'un artiste, qui est d'essayer d'être meilleur le lendemain que la veille, c'est-à-dire de servir, d'essayer d'approfondir, d'essayer de pénétrer les arcanes d'un art qui est, je veux dire, immense. Et l'enthousiasme reste entier. Je ne suis pas vieux, mais je suis une personne âgée, comme je dirais à ma chère maman. Et j'ai toujours le même sentiment du temps qui est passé avec une vitesse absolument frénétique. Et le sentiment que je suis aussi en état de fraîcheur, avec un peu plus d'expérience qu'il y a quelques années.
Lorsque vous foulez cette scène de l'Orchestre national de Lille que vous avez fondé en 1976, quel est votre sentiment? Parce qu'on va le dire, dans quelques mois, début 2016, il y aura cette passation. L'émotion est intacte, comme vous le disiez, les vibrations sont là. Ah, écoutez, soyons bien clairs, il n'y a pas de retraite dans mon métier. Mais pour répondre à la seconde partie de votre question, quand vous aimez votre entreprise, c'est une entreprise artistique, quand vous avez un sens, je crois, nécessaire des responsabilités, il faut penser à la survie et à la suite. Or, c'est quand en principe tout va bien, quand il n'y a pas de crise, qu'on est assez âgé, qu'on doit penser à la transmission. Mais ce n'est pas un retrait. Lorsque vous montez ici, sur scène, est-ce que c'est toujours un renouvellement? Est-ce qu'on repart de zéro? Est-ce qu'on se remet en question? Est-ce qu'il y a des risques toujours? Chaque concert est une aventure. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Charles Munch qui m'a fait l'honneur de me remettre mon prix de direction d'orchestre quand j'étais un peu plus jeune. C'est vrai que chaque concert, il a été bien préparé, bien pensé, bien ressenti, mais il y a l'éphéméride. Nous sommes là, tout nus sur une scène, face à un public. Voilà, il y a des mélomanes avertis, il y a des gens qui le sont moins. Mais il y a surtout des musiciens qui n'ont qu'un objectif, c'est d'essayer de faire leur métier le mieux possible et de transcender leur artisanat en art. Et c'est cette transmission qui permet aux plus favorisés comme aux plus démunis d'atteindre aux abysses de la profondeur musicale, c'est-à-dire aux abysses de l'émotion. Et ça, c'est un bienfait que je me suis efforcé de transmettre parce que j'ai entendu tellement souvent dans ma vie « Oh, ça, c'est pas pour nous, la grande musique ». J'ai tout fait pour que ça le devienne. Est-ce qu'il y a des représentations où vous êtes pris, transi par ce qui se joue, par la musique? Est-ce qu'il y a ce côté à la fois évidemment intellectuel, mais aussi charnel qui peut vous toucher? Il m'est arrivé d'avoir les larmes aux yeux en dirigeant, ce qui est très mauvais. Parce que, comme nous diront tous les grands comédiens, il faut faire pleurer le public, mais il ne faut pas pleurer avec lui. Mais il est arrivé que je sois submergé par l'émotion, certains de mes musiciens aussi d'ailleurs, parce que quand tout d'un coup vous sentez que le vaisseau se met à planer, vous savez, que vous êtes dans une espèce de transcendance de l'émotion, que vous êtes ravi totalement, c'est-à-dire arraché à votre propre univers, alors là, il faut continuer à barrer, à guider le vaisseau entre les récifs. Mais bon, en principe, on garde la tête très, très claire, très, je dirais pas froide, parce que la musique n'implique pas la froideur. Mais il faut que chacun puisse faire en sorte que le bateau ne tangue pas et qu'on le mène à bon port. Merci beaucoup de nous avoir accueillis ici, Jean-Claude Casathieu. Culture T, comme je vous le disais, c'est être le plus hétéroclite possible, des artistes très différents. Vous le voyez au fur et à mesure de l'émission. On va continuer cette découverte. Direction un atelier, celui du sculpteur Guy Lepers. Entre le dessin et la sculpture, de toute façon, il y a un lien évident. On ne peut pas être sculpteur si on ne sait pas dessiner, parce que c'est du dessin, mais en volume. Enfin, j'en suis arrivé à la sculpture, d'abord parce que j'aimais ça, et aussi parce que pendant 25 ans, j'ai été illustrateur. Et à travailler des 18 heures par jour, des 24 heures d'affilée, etc. J'ai eu un petit peu, à une époque, l'overdose du dessin, de la palette, de mes peintures, et je pouvais difficilement passer de mes outils, de ma palette, de mes pinceaux, avec la même palette, les mêmes outils, pour faire quelque chose qui n'a rien à voir avec la pub. C'était pas le même état d'esprit. Et j'en suis arrivé à faire de la sculpture. Et j'y ai pris plus que goût. Le côté intellectuel, je me suis souvent basé sur la Divine Comédie ou sur des textes tels la Bible, etc. Mais c'est pas forcément la Divine Comédie pour la Divine Comédie, c'est que c'est l'éventail de toute l'humanité. Il n'y a plus qu'à puiser dedans, en fait. Bon. Ensuite, le côté charnel, oui, je veux dire, j'ai fait des sculptures de nanas dont j'étais amoureux, donc on n'était pas dans le même registre. Mais de toute façon, il y a quand même le côté charnel, quoi qu'il en soit, que ça soit doux ou agressif, ou etc. Il y a toujours le côté charnel, puisque, je veux dire, l'enveloppe n'est que la résultante de ce qu'il y a à l'intérieur.
Faire le portrait dans ses proportions, c'est bien, mais ça n'a aucun intérêt. Ensuite, il faut passer à un autre stade. Il faut peut-être déformer la réalité pour lui donner vie. Mais ça ne va pas suffire encore. Après, je ne peux pas vous expliquer, c'est lui donner une âme. Et si on voit une merveilleuse sculpture en se disant mon Dieu, qu'est-ce qu'elle doit être lourde, c'est que c'est une mauvaise sculpture. Si on voit une sculpture, et sans se poser de questions, on dit oh, on a l'impression qu'il va bouger, qu'il va se lever. Alors là, à mon avis, on n'est pas loin du chef-d'œuvre, quoi. C'est devenu une tradition dans votre émission Culture T, la rubrique Beaux livres, avec cette semaine un focus sur les 50 ans de la marque Habitat. Le 9 octobre dernier, la marque Habitat célébrait à Paris ses 50 ans sous la forme d'un défilé de mode. Clin d'œil aux formes iconiques de la marque. Un anniversaire célébré aussi sous la forme d'un livre aux éditions Duchesne. Pourquoi un livre? Je dirais parce que Habitat est une maison. Une maison parce que nous avons un designer fondateur, Sir Terence Conran, une histoire, 50 ans, des collections durables et une succession de designers qui ont travaillé autour de Sir Terence Conran et qui ont marqué l'histoire du design. Alors c'est pas forcément du grand design au sens des grands designers, mais le livre c'est aussi pour montrer cette démarche historique du design, cette irruption des couleurs dans les années 60, ce noir dans les années 80. Donc on est parti sur des iconiques, je dirais. 150 iconiques, 150 objets qui ont marqué l'histoire, de la couette, de la brique à poulet en passant par la lampe spindle, autour de 300 pages d'anecdotes, de grands, de petits designs. Il ne s'agissait pas de rentrer dans une histoire un peu, ça pouvait être barbant, un peu raconter une histoire d'une maison, d'une marque et tout. Non, c'est les produits, juste les produits. On a cette chance d'avoir un patrimoine exceptionnel, il faut l'exploiter, il faut en parler. Et puis grâce à notre histoire, je pense que notre avenir va être écrit. Toutes les entreprises, tous les pays, les grands pays de ce monde, grâce à leur histoire, ils peuvent vivre. Regardez la France. Je pense qu'aujourd'hui, Habitat est un faiseur de rêves. Le travail qu'on est en train de faire avec toutes les équipes chez Habitat, c'est de recréer ce tissu de rêverie, d'histoire, de design, à travers l'ensemble de notre ADN, des designers avec qui on va travailler. Et aujourd'hui, on fête nos 50 ans. Et Habitat, c'est une marque qui crée de l'expérience aujourd'hui et qui doit créer de l'expérience au sein de la maison, puisque on parle vraiment d'une expérience globale. Et c'est ça aujourd'hui, Habitat, une expérience globale. Salut Alex. Bonjour Jean-Philippe. Merci de m'accueillir. Pour clôturer cette émission Culture T à Lille, j'avais envie de manger un petit truc local. Est-ce que tu as ça? Ben, la tarte au sucre, tu vois, la voilà. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? C'est une brioche étalée, des petits trous avec le doigt, quelques morceaux de beurre, de la vergeoise, mis au four, cuit rapidement pour que ce soit tendre et cuit. Et ça se mange chaud normalement. Bon, tu m'assures que c'est du Nord, hein? Ah ça c'est du Nord, ouais. Bon, alors je veux bien goûter pour clôturer l'émission. En attendant de goûter, les rendez-vous de Culture T, c'est les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, avec mon profil et celui de Philippe Sénat. Le jeudi matin, je vous retrouve avec Métro News. Merci Alex, ma rubrique bande dessinée. Le vendredi, c'est dans Télé Loisirs. Ciao et à bientôt pour d'autres aventures culturelles et un petit peu culinaires. Vive le Nord. Merci Alex. Bon appétit. Super bon. Des confitures avec quand même, non? Ah, c'est sympa. Encore du sucre. C'est pas grave.